1, on est en live, les amis, bonsoir. Je vous laisse débarquer tranquillou, il est 21h07, oh my gosh. Je suis contente d'être là avec vous ce soir, on va parler d'un sujet aussi important que les autres. J'espère que vous allez bien, saluez-moi quand vous arrivez, je serai contente de voir qui est là, que je puisse vous accueillir comme il se doit. J'espère que vous vous portez à merveille en ce lundi. Je suis un peu déconnectée avec tous les jours fériés. Allez les amis, je vous laisse arriver avec une musique douce, tranquillou. On va parler un peu de la connaissance de soi. Faites-moi un petit coucou si vous êtes en live et si vous arrivez plus tard en replay, mettez un petit hashtag replay. J'adore voir vos petites bouilles. Alors, je prends juste une petite note. Allez, c'est parti, je vais arrêter la musique. Bienvenue à vous les filles, bienvenue à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis vraiment dans une énergie mais extraordinaire en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe. Mais comme je sais qu'il y a des choses extraordinaires qui m'attendent, bah du coup, je le ressens et la vibration, elle est vraiment très forte. Alors, la question que je reçois souvent, c'est comment on fait pour se connaître? Comment on fait pour se connaître? Parce que moi, en fait, si vous voulez, quand je bosse avec vous, je bosse votre connaissance de soi avec vous. C'est l'une des priorités en fait, c'est un incontournable la connaissance de soi. Donc ça passe par connaître ses limites, connaître ses besoins, connaître ses valeurs, etc. Vous voyez, savoir faire le tri, savoir dire non, tout ça, c'est la connaissance de soi. Et des personnes qui vont peut-être chercher un travail ou qui vont vouloir se réorienter ou qui se sentent pas bien dans leur travail, etc., vont avoir tendance à poser cette question. Ouais, mais comment on fait pour se connaître, pour savoir exactement ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas ou ce vers quoi on voudrait tendre? L'erreur que commet le plus grand nombre, d'accord, c'est de penser que dans le développement personnel, il y a de la théorie. D'accord? C'est de penser que le développement personnel, c'est une théorie. C'est de la théorie. Il y a quelque chose de théorique là-dedans. Petit 1, petit A, petit B, petit C, petit 2, petit A, petit B, petit C. C'est de penser qu'il y a une stratégie vraiment, déjà de 1, qui soit universelle, qui fonctionne pour tout le monde, et de 2, déjà préétablie par quelqu'un là-dedans, qui viennent vous la transmettre ou vous l'apprendre. Dans le développement personnel, il y a beaucoup plus de pratique que de théorie, et quand bien même il y aurait de la théorie, s'il n'y a pas de pratique, pour moi, il n'y a rien. D'accord? Donc ça, c'est le premier point que je veux aborder avec vous, c'est-à-dire comment on apprend à se connaître. En fait, par l'expérimentation, tout simplement. Je ne vais pas passer par 4 chemins. Vous pouvez connaître toute la théorie du monde, vous pouvez accumuler toutes les connaissances du monde, vous pouvez accumuler tout le savoir du monde. Tant que vous ne passez pas à la pratique, au côté mise en place de ce que vous connaissez dans votre quotidien pour voir comment vous réagissez à ça, vous ne pouvez pas vous connaître. D'accord? Combien même on vous dirait, ah tiens, pour te connaître, en fait, il faut que tu travailles sur tes valeurs. Ok, quelles sont mes valeurs? C'est ça et ça. Ok, mais à quel point es-tu bonne à nourrir tes valeurs au quotidien? À quel point es-tu bonne à mettre en pratique l'assouvissement, on va dire, de tes besoins au quotidien? À quel point es-tu bonne à intégrer, à incarner, à maîtriser ce que tu connais? Elle est là la question. Donc, même pour la connaissance de soi, ça passe par ça. Moi, j'ai 3 mots pour la connaissance de soi. Je dis que ça passe par l'expérimentation,
l'échec et l'ajustement. Pour moi, ça, c'est les incontournables de la connaissance de soi. Tant que vous n'expérimentez pas, vous ne pouvez pas vous connaître. Tant que vous n'expérimentez pas, vous avez beau accumuler toutes les connaissances du monde, vous aurez quand même ce syndrome de l'imposteur, de « Ah, je suis pas légitime ». À chaque fois que vous allez mettre en place quelque chose dans votre vie, à chaque fois que vous allez vous tenter à quelque chose de nouveau, à chaque fois que vous allez vouloir vous-même accompagner quelqu'un, même donner conseil à quelqu'un, même apprendre quelque chose à quelqu'un. Si vous-même, vous ne l'avez pas mis en pratique, ça va être très, très inconfortable pour vous d'en parler et de le faire vivre au quotidien avec les autres. Ok? Donc pour moi, la connaissance de soi passe par l'expérimentation, l'échec et l'ajustement. C'est en fait, dans ma tête, je vois ça un peu comme une espèce de balancier, écoutez-moi bien, une espèce de balancier entre une phase de marasme et une phase de le renouveau. Là, je vois plus clair, je vois la lumière au bout du tunnel, j'ai espoir, je commence à avoir de la motivation, je commence à réavoir de la créativité. Une phase de marasme très inconfortable où on se sent mal, où on ressasse ce qu'il s'est passé avant, où on se pose des questions du type « mais pourquoi moi ?» Pourquoi ça m'arrive à moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Vous êtes toutes passées à un moment donné par cette phase de marasme, d'accord? La phase de marasme, c'est quoi finalement? C'est une phase dans laquelle on perd espoir un peu. On perd espoir, on ressasse, on cogite, on se remet en question, on introspecte. Parce que avant ça, on a l'impression d'avoir déjà tout essayé. Et on a l'impression d'avoir déjà tout essayé, mais en vain. En fait, rien n'a marché. On a l'impression d'avoir tout essayé, mais que rien n'a marché. Et on commence à perdre espoir et on commence à lâcher. C'est une phase, finalement, de deuil. Donc, cette phase-là, elle peut durer plus ou moins longtemps. L'idée, c'est de ne pas y rester trop longtemps. Ça, je vous en parle ailleurs. J'en ai déjà parlé quand j'ai parlé du deuil. Mais après cette phase de marasme, en fait, ce qui se passe quand on commence à en sortir, on en sort forcément grandi. Pourquoi ? Parce qu'on a gagné en connaissance de soi dans cet inconfort. On a gagné en connaissance de soi dans cette souffrance. Dans ce marasme, on a tellement introspecté, on a tellement cogité, on s'est tellement remis en question, on s'est tellement posé de questions essentielles, on s'est tellement posé de questions existentielles qu'on ressort forcément grandi avec plus de clarté et plus de lumière devant. Et du coup, comme on ressort grandi de là, forcément, automatiquement, la suite logique, c'est qu'on a envie d'expérimenter des choses. Donc, on va commencer à tester une nouvelle relation, un nouveau travail, une nouvelle activité sportive, une nouvelle technique de communication, une nouvelle passion, une nouvelle vie. On va expérimenter quelque chose de nouveau. Et qui dit expérimentation, dit forcément ajustement. Donc rappelez-vous qu'à la base, je suis chimiste. En chimie, on fait quoi? On fait des expériences chimiques. On mélange des ingrédients et on regarde ce que ça donne. En fonction de nos observations, on va conclure d'un résultat. Si le résultat nous convient, on va chercher, c'est top, c'est un succès, mais on va chercher à l'améliorer, on va chercher à l'optimiser. Si le résultat ne nous convient pas, on va chercher à changer les conditions de l'expérience. Expérimentation. Il n'y a pas d'échec dans l'expérimentation. L'expérimentation, c'est j'expérimente et j'observe, je me place en observatrice scientifique du résultat en disant « Ok, ça a fonctionné, ça a fonctionné un peu moins bien. Ça fonctionne bien, ça, je peux l'améliorer. » Et c'est ce que j'appelle l'ajustement. Je viens ici faire des ajustements. Donc, expérimentation, réussite ou échec, ajustement. Dans votre vie, c'est exactement pareil. Je ressors du marasme avec une nouvelle vision des choses, avec une nouvelle interprétation de mon passé, avec une nouvelle perception de ma réalité. Et j'expérimente parce que je me connais mieux grâce à quoi? À cette phase de souffrance. C'est dans la souffrance qu'on apprend à se connaître.
Je me connais mieux grâce à cette phase de marasme, à cette phase de solitude, à cette phase de nostalgie. Je me connais mieux, maintenant j'ai des idées et j'expérimente. Et je fais un balancier entre « Ah, ça marche. Ah non, mais ça me déclenche encore un peu. Ça, il y a de la résistance. Ça marche pas. Ça, je n'aime pas. » Et je reviens en marasme. Je cogite, j'introspecte, je grandis. Je subis, je vis. C'est pas je subis, je vis. Je vis une croissance personnelle. Et je reviens. Et j'expérimente quelque chose de nouveau. Je fais des ajustements. Et une fois que l'expérience là, elle est complète, elle est optimisée, elle est au bon pH, à la bonne température, avec les bons ingrédients, dans le bon milieu, dans un milieu favorable, et que je me sens, ce qui veut dire que je me sens en paix intérieure, là, je me renouvelle et là, je me relance en fait. Je me relance dans quelque chose de complètement nouveau. La connaissance de soi, on se connaît en expérimentant des choses et en vivant l'inconfort. Je vais vous donner des exemples de vie très concrets qui vont aussi vous expliquer que c'est le chemin qui est vraiment important. Parce que ça, je le dis tout le temps, mais le chemin est vraiment, vraiment beaucoup plus important que le résultat final. Ça, c'est quelque chose que j'ai eu du mal à intégrer à 500% dans ma tête et dans mon corps. Je l'ai tout le temps entendu, cette histoire de c'est le chemin qui compte, c'est pas le résultat. Mais pour moi, non, le résultat, c'est la finalité, c'est vraiment, waouh, c'est ça. Le résultat, c'est ce qui va me dire que j'ai réussi finalement. C'est ce qui va venir reconnaître ma réussite. Et en fait, non, vous allez voir pourquoi. Je vais vous donner des exemples de connaissance de soi. Donc moi, depuis que je suis très très jeune, je travaille. D'accord ? Je travaille depuis que j'ai 14-15 ans. J'ai toujours travaillé, j'ai toujours fait des petits boulots, je me suis toujours testée à plein de choses. J'ai travaillé dans des grands cinémas, j'ai travaillé dans des banques, j'ai travaillé pour l'électricité de ma ville, j'ai travaillé pour le gaz de ma ville, j'ai travaillé pour des assurances, j'ai travaillé pour vendre des produits en ligne. Je ne vais pas vous donner les noms, mais voilà, j'ai travaillé dans plusieurs domaines. J'ai vendu en roller dans les grandes surfaces, j'ai vendu pas mal de choses. J'ai travaillé sur des bateaux de croisière, j'ai travaillé vraiment dans différents domaines et j'ai adoré ça, quel que soit le résultat que j'ai obtenu. Pourquoi ? Parce que j'étais dans une phase d'expérimentation. Quand on est étudiant et qu'on a l'opportunité de travailler dans un peu tout, moi, j'ai trouvé ça extraordinaire parce que ça me permettait d'acquérir un peu d'expérience dans un peu tout. Ça me permettait de survoler un peu tout. Et je le faisais pas consciemment en me disant je suis dans une démarche de développement personnel, c'est génial. À cette période-là, dans les années 2000, j'y connaissais rien au développement personnel. Mais j'étais attirée par j'ai envie de découvrir ça, j'ai envie de découvrir ça, j'ai envie de connaître ça, j'ai envie d'apprendre sur ça. Donc, j'ai travaillé pour une banque. Et j'ai travaillé pour une banque. Et sur la plateforme téléphonique sur laquelle je travaillais, un jour, on nous a demandé de mentir. De mentir. Une personne m'appelle en désarroi total, en pleurs au téléphone. Et elle me dit, voilà, hier j'étais en boîte, je me suis fait frapper à la sortie, j'étais un peu saoul, c'était un jeune homme. J'étais un peu saoul, je sais pas ce qui s'est passé, on m'a volé mon portefeuille, on m'a volé ma carte. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez juste vérifier mon compte et me dire si quelqu'un a pris de l'argent dessus? Là, j'ai le manager au loin qui me dit non, parce qu'on était sous écoute. Je donnais même pas mon vrai prénom, je donnais même pas mon vrai nom de famille. On s'appelait tous Stéphane Meyer ou Stéphanie Meyer. Ça veut dire que les personnes appellent en pensant parler à une certaine Stéphanie Meyer, mais ils peuvent rappeler le lendemain et tomber sur quelqu'un de complètement différent, mais ils vont croire qu'ils vous parlent à vous. Vous voyez ? Complètement taré le truc. Donc Stéphanie Meyer, bonjour. Donc je devais lui dire, je devais pas lui dire que j'avais accès à ses comptes, alors que moi en ouvrant son compte, j'ai bien vu qu'il n'y a rien qui a été touché, qu'il était safe. J'ai même vu que sa carte n'avait pas été volée et qu'elle avait juste été avalée par un distributeur et qui pourrait théoriquement la récupérer à tel et tel endroit, à telle et telle adresse, mais j'avais pas le droit de lui dire ça. Vous voyez ? Donc je vivais de l'inconfort à l'intérieur de moi. Vous ne pouvez même pas imaginer ce qui se passait à ce moment-là.
Comment j'aurais pu à 40 ans savoir que je n'étais pas fait pour ce boulot-là, ou en tout cas pour ce poste-là, ou en tout cas pour ce type d'atmosphère, ce type d'énergie-là, si je ne l'avais pas expérimenté. Il n'y a absolument rien dans les livres qui va pouvoir vous dire, vous fonctionnez comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc vous êtes faite pour ça, 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 ça et ça. Impossible. La seule façon de le savoir, c'est de le vivre. La seule façon de le savoir, c'est de le vivre. Donc, imaginez-moi sortir, finir le travail, sortir. À l'époque, il y avait les cabines téléphoniques avec les cartes téléphoniques et je reprenais une carte téléphonique et j'appelais de la cabine cette personne-là en lui disant, en fait, je suis Stéphanie Meyer, mais en fait, je m'appelle pas Stéphanie Meyer, je m'appelle Mounia Sacha. Et je voulais juste vous dire que tout à l'heure, j'avais accès à votre compte, mais j'avais pas le droit de vous le dire parce qu'on me l'a interdit, parce qu'on aimerait que vous fassiez opposition, parce que ça vous coûte de l'argent et ça fait de l'argent pour la banque, vous voyez. Donc, je vous dis que votre carte a été bloquée dans tel et tel distributeur et si vous vous présentez à telle et telle adresse demain avant midi, vous allez pouvoir la récupérer. Alors allez-y vite et surtout, ne dites pas que je vous ai appelé. Vous imaginez? Ça, c'est ma première expérience de vie, on va dire traumatisante, mais j'en suis ravie parce qu'elle m'a montré le chemin. D'accord? Elle m'a montré le chemin. Elle m'a montré ce à quoi je pouvais dire oui et ce à quoi je pouvais dire non. Deuxième expérience, c'était pour des assurances. On devait appeler, tenez-vous bien, ça existe. On devait appeler des personnes âgées, donc au-dessus de 65 ans, dans des villages complètement paumés, pour leur vendre une assurance pour leur électricité. L'assurance est à seulement 2 € par mois. 2 € par mois. Et en cas de panne, un électricien se déplace et vous résout votre problème. Sauf que on n'avait pas le droit de dire que l'électricien ne se déplaçait pas pour n'importe quoi, que l'électricien ne se déplaçait pas pour changer une ampoule, que l'électricien ne se déplaçait pas pour changer un fusible. Il ne se déplaçait pas pour les petites pannes, il se déplaçait que pour les grandes pannes. Donc vous aviez beaucoup de personnes âgées qui souscrivaient à ces assurances-là en pensant qu'ouf, elles seraient soulagées et apaisées et en paix parce que s'il leur arrivait un truc, un électricien allait se déplacer. Même scénario. Je sors de mon boulot, je cours vers une cabine téléphonique. Oui, bonjour, c'est Mounia Sacha de l'électricité de telle et telle ville. Je vous ai contacté tout à l'heure, vous avez souscrit à une assurance. Sachez que l'électricien ne se déplacera pas pour ceci, pour cela, pour ceci, pour cela, pour cela. Donc, si l'assurance vous intéresse, pas de souci, ne changez rien. Mais si vous, dans votre tête, vous pensiez que l'assurance, que l'électricien allait se déplacer pour ces petites choses-là qui ne sont pas mentionnées dans votre contrat, annulez-le, vous avez 7 jours pour vous désister. Donc ça, c'était moi avec mon hypersensibilité à expérimenter des petits boulots d'étudiante par-ci, par-là et à apprendre à me connaître et à ressentir ce qui vit en moi. À cette période, je pensais que j'étais pas normale parce que je voyais tous les autres s'éclater dans ce travail. J'en voyais même se moquer des gens. J'en voyais même qui tenaient leur téléphone, qui coupaient le micro et qui insultaient, qui rigolaient, qui se moquaient sans que l'interlocuteur les entende. J'étais témoin de choses cracra comme ça. Ça m'a fait mal, mais ça m'a fait mal. Et à cette époque, déjà moi, j'arrivais pas à dormir sur mes 2 oreilles. L'expérimentation, l'échec, l'ajustement. Expérimentation, échec, ajustement. Donc, le fait que je sorte et que j'arrive pas à rentrer chez moi sereinement, sans avoir rappelé ces personnes pour leur dire de se désister, parce que on leur a menti, parce que ces assurances, c'est du fake, c'est juste purement commercial, ben ça m'a appris à me connaître, ce à quoi je peux dire oui et ce à quoi je peux dire non. Dans quel type d'environnement j'ai envie de travailler, dans quel type d'atmosphère j'ai envie de travailler, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre, qu'est-ce que j'ai envie de donner, qu'est-ce que j'ai envie de partager. Donc vous pouvez être sûr qu'au jour d'aujourd'hui, s'il n'y a pas d'humain dans mon activité, je bosse pas. Je bosse pas.
Ce qui explique pourquoi, de retour en France, j'ai désiré me mettre à mon compte et laisser de côté tout ce que j'avais créé avant. C'est le fait de me connaître qui fait que je connaisse mes limites. Et quand vous connaissez vos limites, vous savez exactement ce qui vous est prioritaire, ce que vous pouvez sacrifier, ce qui est négociable, non négociable. Et ça va vous aider à faire vos choix de vie et à prendre des décisions. Quand j'ai travaillé sur des bateaux de croisière, pareil, j'ai fait un peu tous les postes. J'étais hôtesse, j'étais à l'accueil, j'étais commis de cuisine, j'étais serveuse, j'étais dans tous les postes. Je les ai tous faits. Vous savez, celui que j'ai adoré le plus, c'est le service à la personne directement. Ça va paraître fou, mais c'est le service à la personne. Quand j'étais en cuisine, j'étais témoin de trucs complètement dégueulasses. Ah, j'avais pas envie. Mais quand j'étais là, pour l'accueil de la personne, pour apporter de la paix dans l'espace, de la sérénité à l'autre, surtout qu'on avait beaucoup de personnes âgées aussi qui voyageaient avec nous, pour rendre leur expérience encore plus parfaite, pour leur apporter de l'harmonie, pour leur apporter de la sérénité, du confort. Ça, c'est ce que j'ai le plus adoré. C'est l'accueil et le service à l'humain sur place. J'ai expérimenté. Ça a sûrement beaucoup joué sur ma décision de partir vivre aux États-Unis, puisque lorsqu'on avait la clientèle américaine, j'ai beaucoup accroché. J'ai tout de suite accroché. J'ai adoré le contact. J'ai adoré nos conversations. J'ai adoré le feeling. Ça joue. Ça joue grâce à quoi? C'est pas mes diplômes qui m'ont mené dans ces métiers-là. Juste l'expérimentation. L'expérimentation est la conscience de ce qui vous traverse lorsque vous expérimentez. La conscience de ce qui vous traverse lorsque vous êtes en train d'expérimenter. Il faut vraiment réussir à se détacher de « il faut que » ou « je dois ». Non, j'expérimente et je vois ce à quoi je dis oui, ce à quoi je dis non. Et à la fin, je peux créer, comme je l'ai fait aujourd'hui avec ma propre activité de coaching, l'activité, le métier qui rassemble tout ce qui vient répondre à mes valeurs. C'est vraiment une grosse sphère de lumière blanche que je vis aujourd'hui dans mon cœur, parce que ce que je fais aujourd'hui, ça a été créé par élimination de tout ce qui m'a causé de l'inconfort intérieur dans mes différentes activités expérimentales. Vous voyez? Donc la connaissance de soi, c'est pas quelque chose qu'on va lire dans les livres et on va dire « Ah, moi je suis de tel type dans le human design, je suis de tel type dans la process communication, je suis de tel type, je suis comme ci, je suis comme ça, je fonctionne comme ci, je fonctionne comme ça, donc c'est ça qui va être fait pour moi. » Non. On expérimente. Il n'y a pas une loi universelle mise à part l'expérimentation, l'échec et l'ajustement. Qu'est-ce que je peux ajuster? Qu'est-ce qui a été génial dans cette expérience? Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce qui est négociable? Qu'est-ce qui est non négociable? Et pour ça, effectivement, vous avez besoin de connaître vos valeurs. Et vos valeurs, vous les connaissez comment? C'est pas en prenant une liste sur Google, en tapant liste de valeurs et en prenant les 500 valeurs qui apparaissent à votre écran et en cliquant « Ok, générosité, ah oui, famille, ah oui, argent, c'est ma valeur aussi, ah, le lien, ok, la communication, bam », mais vous allez cliquer sur toutes les valeurs. Les valeurs, c'est vraiment ce qui est très profond et ancré en vous. C'est-à-dire, il vous suffit de regarder votre environnement, là, aujourd'hui, de quoi il est fait, et vous allez commencer déjà à connaître vos valeurs. Il suffit de regarder vos échecs passés, et vous demander juste pourquoi j'ai vécu cet échec comme un échec. Ça va vous donner une indication sur vos valeurs. Il suffit de voir les disputes que vous avez eues dans votre vie, et sachez que tous les conflits
ce sont des conflits de valeurs. Si vous détestez quelqu'un, c'est parce qu'il n'a pas les mêmes valeurs que vous. Si vous aimez quelqu'un, c'est parce qu'il défend les mêmes valeurs. Donc regardez les conflits qu'il y a eu dans votre vie et demandez-vous à quelle valeur c'est venu ou non répondre. Il y a besoin de connaître les valeurs, il y a besoin de les prioriser. Quelle est ma valeur la plus haute? Si moi, ma valeur la plus haute aujourd'hui, c'est la liberté. Et que je fais un travail où je suis tout le temps fliquée, j'ai pas le droit à la parole, j'ai pas le droit de donner mon avis, j'ai pas le droit de faire à ma sauce, j'ai pas le droit de faire preuve de créativité, je suis pas libre. Ça va pas aller. Donc le fait de connaître votre socle de valeurs va vous permettre de prendre des décisions beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement. Le fait de connaître leurs priorités, eh ben, vous allez pouvoir, justement, en connaissant la priorité de vos valeurs, vous allez pouvoir dire, ok, j'ai le choix entre ces deux choses-là, je dois faire un choix entre ces deux choses, laquelle répond à mes valeurs hautes là-dedans. Quelles sont les valeurs que je peux sacrifier parce qu'elles ne sont pas prioritaires dans ma liste? Et c'est comme ça que vous jaugez. Et malgré tout, rien n'est gravé dans le marbre. Vous allez tout de même aller devoir expérimenter. Vous allez devoir expérimenter. Quand je coach des coachs qui viennent et qui me disent « Moi, j'ai le syndrome de l'imposteur, je ne me sens pas légitime, j'ai peur, j'ai l'impression de pas être à ma place, j'ai l'impression de pas apporter grand-chose, j'ai l'impression que tout le monde sait ce dont je parle déjà, etc., etc. » Le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur n'est rien d'autre qu'un manque de confiance en soi. Le manque de confiance en soi n'est généré par rien d'autre que le manque d'expérimentation. On ne peut pas avoir une totale confiance en soi dans quelque chose qu'on n'a pas encore essayé. Ok? Je ne peux pas vous dire, je vais essayer un glaçage miroir sur un gâteau de Cyril Lignac et avoir totale confiance en moi. C'est pas possible, je l'ai jamais fait. Donc si j'expérimente, je me plante, j'ajuste, expérimentation, échec, ajustement. Si je fais ça, je vais augmenter ma confiance en soi. La légitimité, c'est juste ça. Le syndrome de l'imposteur, c'est juste un nom super fancy, comme on dit en anglais, super bling bling, qu'on donne à un manque de confiance en soi. Tout simplement. Pour moi, en quoi le chemin est important? Peut-être que vous allez le comprendre si je vous donne ces deux exemples-là. D'accord? Je vais finir ce live avec ces deux exemples. Les diplômes, la remise de diplôme. Vous faites un cursus universitaire et on vient vous remettre le diplôme. Alors, je vous donne mon exemple, moi qui ai bossé 12 ans sur une thèse de chimie que j'ai rédigée. J'en ai fait un livre que je n'ai jamais publié et cette thèse, je ne l'ai jamais défendue auprès d'un jury. Donc, en gros, c'est un travail que j'ai laissé de côté, on va dire. Donc, j'ai pas eu le diplôme de docteur en chimie. Est-ce que ça enlève quelque chose au chemin que j'ai parcouru? Le fait de ne pas avoir le diplôme. Est-ce que ça enlève quelque chose à mes apprentissages? Est-ce que ça enlève quelque chose à mes connaissances, à tout ce que j'ai acquis? Est-ce que ça enlève quelque chose à mon expérience, à mes 12 ans d'expérience? Est-ce que ça enlève quelque chose à la qualité de mes conférences, toutes celles que j'ai faites pendant ce cursus? Ça n'enlève absolument rien, le fait que j'ai pas le diplôme. Donc, le diplôme n'est que la reconnaissance officielle de quoi? Du chemin. Du chemin. C'est pas la reconnaissance officielle de votre valeur. La valeur, elle est là, diplôme ou non. C'est juste une officialisation du chemin parcouru. Vous comprenez? Arriver en haut d'un sommet, en haut d'une montagne, c'est pas le fait d'être en haut
qui va vous donner de la valeur ou qui va vous faire gagner quelque chose de plus. Être en haut, c'est juste une célébration officielle du chemin que vous avez parcouru. Et encore un dernier exemple par rapport à ça. Hier, j'étais à un tournoi de boxe. Donc ça, je l'ai raconté à mes clientes hier. Un tournoi de boxe, pourquoi? Parce qu'on a inscrit notre fils à la boxe pour qu'il progresse au foot. Donc, pas la boxe pour faire de la boxe en compétition, c'est la boxe pour l'entraînement qu'ils ont à la boxe et qui va lui servir à s'améliorer au foot. Hier, il y avait un tournoi. On est parti pour voir. Moi, la boxe, c'est pas un sport que j'apprécie. Alors là encore, aucun jugement par rapport aux entraîneurs de boxe, aux personnes qui font de la boxe, aux personnes qui adorent la boxe. Aucun jugement, c'est mon ressenti à moi. C'est pas un sport que j'arrive à apprécier. Ok? Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'hier, j'ai vu beaucoup de sang. J'ai vu vraiment beaucoup de sang. Quand je vous dis que j'ai des images en tête qui me traumatisent encore. C'est vraiment, j'ai vu un combat de boxe. J'ai jamais vu ça déjà pour de vrai. Et là, voir quelqu'un se faire amocher le visage, se faire taper dessus, saigner comme pas possible, l'adversaire qui a du sang sur les gants, le gars qui a du sang sur le torse, et des gens fous de rage, des supporters en train de crier « Vas-y, achève-le, tu l'as, tue-le, tue-le » ça m'a généré vraiment des émotions très, 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 très inconfortables. Pour vous dire, c'est que je tremblais de l'intérieur. J'arrive pas à comprendre. Et ce que j'arrive pas à comprendre, c'est exactement ça. C'est pourquoi a-t-on besoin de ce combat final pour avoir ce sentiment de reconnaissance du chemin parcouru? Est-ce que ce combat final où finalement on n'est pas là pour nous, mais on est là contre l'autre, est-ce qu'il a besoin d'avoir lieu pour ressentir qu'on est fort, qu'on a de la valeur, qu'on a progressé, qu'on s'est amélioré, qu'on a construit quelque chose? Pour moi, au plus profond de moi-même, j'ai pas besoin de taper sur l'autre pour me prouver quoi que ce soit en fait. J'ai du mal à concevoir le fait qu'on puisse être en paix intérieure et combattre quand même contre quelqu'un. J'ai envie de dire quel est le grand pourquoi là-dedans en fait. Quel est le grand pourquoi? Alors il y en a évidemment qui en font leur métier. D'accord. Ok, soit. Mais pour moi, c'est quoi le grand pourquoi là-dedans qui donne du sens au combat final en fait? Et c'est exactement ce que j'ai dit à mon fils. Je lui ai dit, il a 11 ans seulement, donc pour l'instant, voilà, il est petit. Mais je lui ai dit, en fait, tu peux continuer à faire de la boxe et à t'entraîner, mais c'est pas le combat qui va officialiser tes progrès, en fait. Tu peux t'entraîner pour être en meilleure condition physique, pour avoir un meilleur souffle, pour gagner en vivacité, pour améliorer ton réflexe, pour gagner en explosivité. Comme ça, tu peux démarrer plus vite sur un terrain de foot. Tu peux changer de direction beaucoup plus rapidement et facilement sur un terrain de foot. Tu améliores ton réflexe, tu peux améliorer ta vision du jeu, etc., etc. Il y a beaucoup de bénéfices à ça. Mais est-ce que tu as besoin du combat où tu vas physiquement te battre contre l'autre pour célébrer ta réussite ou célébrer ton chemin? Ma réponse à moi, et j'en suis convaincue, c'est que non. Donc là, vous voyez, c'est le chemin qui est important. Et ce chemin-là, c'est quoi? C'est l'expérimentation. L'expérimentation. Ce à quoi je dis oui, ce à quoi je dis non. Quelles sont mes limites? Qu'est-ce que je peux laisser de côté? Qu'est-ce qui est complètement non négociable? Et ça, c'est quelque chose que je prêche à la maison aussi vraiment beaucoup. C'est-à-dire que j'adore exposer les enfants à plusieurs choses. À plusieurs choses. Tiens, tu vas tester la danse. Tiens, tu vas tester la cuisine. Tiens, on va peindre des galets. Tiens, on va faire un peu de jardinage.
Tiens, on va aller à la plage, on va construire des châteaux de sable. On va courir à la plage, on va marcher pieds nus à la plage, on va nager, on va à la piscine, on va à la mer. On va expérimenter plusieurs endroits, plusieurs conditions, plusieurs environnements, plusieurs activités. Et c'est en faisant ça, dès le plus jeune âge, qu'on apprend à se connaître. Et il ne faut pas tomber dans le piège de vouloir mettre tout le monde dans le même sac, que tout le monde aime les mêmes choses, que tout le monde suive un schéma linéaire. Ça, c'est l'ancien paradigme. Il n'y a pas de schéma linéaire. Il n'y a pas de schéma linéaire. Je vous l'ai dit, c'est comme ça. Notre vie, dorénavant, est faite de chapitres de vie. On va écrire plusieurs chapitres. On va changer de page plusieurs fois. On va effacer le texte plusieurs fois. On va recréer un nouveau scénario plusieurs fois. On va écrire plusieurs livres et plusieurs fois. Et ainsi de suite. Tant que vous n'acceptez pas cette idée de chapitre de vie, vous allez avoir du mal à vous connaître puisque vous allez être dans la croyance limitante de « je dois suivre ce chemin ». Parce que mon père l'a suivi, parce que mon grand-père l'a suivi, parce que mon frère l'a suivi, parce que cousin Jacques l'a suivi, parce que cousine Georgette l'a suivi, et ainsi de suite. Donc ça, c'était les petits mots dont je voulais vous parler, à retenir. Expérimentation, échec, ajustement. Le pendule ou le balancier entre la phase de marasme inconfortable et la phase de renouveau et d'expérimentation. Donc, on va faire ça pendant plusieurs temps avant de nous relancer et repartir. Ok? Et rappelez-vous ce que veut exactement dire le chemin. Qu'est-ce que ça veut dire que le chemin est plus important que le résultat? Gardez en tête cette idée de diplôme. D'accord? Le diplôme ne rajoute rien à votre valeur, ne rajoute rien à qui vous êtes, ne rajoute rien à qui vous êtes devenu, ne rajoute rien à ce que vous avez intégré et incarné, ne rajoute rien à ce que vous avez appris. Il est juste une célébration de ce chemin-là. Donc qu'il soit là ou non, ne change absolument rien à qui vous êtes. Voilà ce que je voulais vous dire. Si vous aussi, vous avez fait des boulots comme ça, où vous vous êtes pas du tout senti à votre place, où vous n'étiez pas du tout aligné à ce que vous viviez, parce que moi je vous dis, je sortais en pleurs. C'est pas juste que ça me titillait, mais j'étais contente. C'est que je me disais, mais comment je fais pour gagner de l'argent sur le dos des gens en fait? Là, c'est pas possible. C'est impossible que je continue un boulot comme ça. Le problème, c'est que ça a créé des liens neuronaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous me parlez de banque et d'assurance, bling, 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 c'est alerte rouge dans ma tête. C'est non. Pourquoi? Parce que j'ai vécu une première expérience très désagréable. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, je ne peux pas bosser là-dedans et changer les choses. C'est juste que ça m'a appris à me connaître et à me dire exactement, à me montrer exactement ce que je ne veux pas dans ma vie. Mais quand vous savez ce que vous voulez vivre et expérimenter dans votre vie, les choses deviennent beaucoup plus claires. Votre vie devient beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile. Votre prise de décision devient beaucoup plus légère. Tout passe par la connaissance de soi, c'est super important. Hier, je vous ai parlé de manifestation. Enfin, hier ou avant-hier, je ne sais plus. On a parlé de manifestation. Vous ne pouvez pas non plus manifester si vous ne savez pas ce que vous désirez. Et vous ne pouvez savoir ce que vous désirez que si un jour dans votre vie, vous avez fait le tri de ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Vous voyez ? C'est un cercle qui peut être vertueux quand vous commencez à le comprendre et à le mettre en pratique. Mais vous ne pourrez jamais éviter, les amis, vous ne pourrez jamais éviter l'inconfort de la vie. À chaque fois que vous allez tester quelque chose de nouveau, ça va être inconfortable. À chaque fois que vous allez devoir faire des changements, mettre en place des changements dans votre vie, ça va être inconfortable. Mais derrière, il y a de la magie qui opère. Je vous embrasse très très fort. Laissez des commentaires. Si vous aussi vous vous sentez pas bien dans votre travail, dans votre vie, aujourd'hui, dans ce qu'on vous demande de faire, dans ce que vous êtes en train de faire, vous n'arrivez pas à dormir sur vos deux oreilles, il y a des choses qui vous gênent, qui vous déclenchent, qui vous titillent, vous ressentez de la résistance, partagez-le en commentaire et on pourra échanger là-dessus. Je vous embrasse et je vous souhaite une très très bonne soirée.